Bonjour à vous tous, bienvenue à Conversation sur l'arthrite, arthrite ou arthrose, savoir les distinguer. Je suis Isabelle Robillard, spécialiste mission à la Société de l'arthrite du Canada. Ce soir, nous avons la chance de nous réunir à partir de nombreux endroits. J'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyan-Karaka, Mohawk Nation, et Haudenosaunee, désolé, donc Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. De nombreuses personnes avec une douleur articulaire ou d'autres symptômes aux articulations vivent avec ces douleurs-là sans savoir ou sans penser qu'il s'agit d'arthrite. Mais le feu de l'arthrite peut frapper tout le monde à n'importe quel âge. Alors ce soir, nous sommes ravis d'accueillir la docteure Mary Hudson, rhumatologiste, épidémiologiste et professeure agrégée au département de médecine de l'Université McGill, qui nous expliquera les différences principales entre l'arthrite et l'arthrose. Avant de commencer, ce webinaire sera plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez envoyer un courriel à info@arthrite.ca. Pour adresser votre question à nos invités, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles. Avant de débuter, je tiens à remercier Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série Conversations sur l'arthrite. De nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance portaient sur des thèmes similaires. Nous les aborderons avant de procéder à une séance de questions-réponses en direct à la fin. Dr. Hudson nous expliquera les différences entre l'arthrite et l'arthrose. Elle nous parlera aussi des différents types de traitements et nous donnera enfin des pistes pour tenter de prévenir l'arthrite et l'arthrose. Nous tenterons par la suite de répondre au plus grand nombre de questions possible. Cependant, nous savons très bien que nous allons recevoir beaucoup, beaucoup de questions. Heu, c'est impossible pour, notre spécialiste de ce soir, notre experte de ce soir, de répondre à toutes les questions spécifiquement si elles sont reliées directement à votre plan de traitement ou à votre santé et nous vous, en fait, nous vous demandons de bien vouloir en parler avec votre spécialiste. Nous vous donnerons le plus d'outils possible pour, ouvrir la conversation avec eux. Alors, docteur Hudson, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelle est la différence entre l'arthrite et l'arthrose? Alors bonsoir, merci. J'aimerais commencer avec des remerciements, pour l'invitation de la part de la Société d'arthrite. Ça me fait toujours plaisir d'accepter ces invitations-là. Je pense que la société fait un travail exceptionnel et ça me fait plaisir de m'associer à ce travail-là et ça me fait toujours aussi plaisir de parler à des patients. Je pense que, le meilleur les meilleurs soins commencent par se connaître puis être éduqués au sujet de nos problèmes. Et donc, en faisant ces conférences-là, c'est ma façon de contribuer à l'éducation de mes patients. Alors, j'ai pensé que ce soir, on allait parler de choses qui sont vraiment à la base de l'arthrite, parce que je pense que c'est en comprenant la base qu'on peut comprendre des choses plus complexes qui peuvent se développer au cours de la maladie. Je dis souvent, si on n'a pas appris à compter, ça va être très difficile de faire des équations très complexes. Alors, pour comprendre son arthrite, il faut commencer vraiment au tout début avec des définitions bien claires de ce dont on est en train de parler. Alors, pour commencer, le grand terme d'arthrite, c'est un terme qui vient du grec qui veut tout simplement dire articulation. Donc, quand on parle d'arthrite, c'est un terme qui englobe tous les problèmes articulaires. D'ailleurs, une bonne façon de se souvenir de ça, on parle de la société de l'arthrite, n'est-ce pas? Alors, la société ne fait pas de distinction entre arthrite, arthrose, arthrite inflammatoire, tout ça. Il s'intéresse aux problèmes articulaires de tout genre. Alors, le terme arthrite, ça veut simplement dire que quelqu'un a un problème à une articulation. Ça commence là.
Là où on peut aller à une deuxième étape, donc on a ce problème, cette arthrite, un problème articulaire qui veut dire n'importe quel problème articulaire, il y a vraiment quand même deux grandes familles de sortes d'arthrite. Il y a l'ostéoarthrose d'un côté et de l'autre côté, il y a l'arthrite inflammatoire. Souvent, là où comment je dirais, la confusion peut arriver, c'est que l'ostéoarthrose est de loin la sorte d'arthrite la plus commune et par conséquent, on va souvent parler d'arthrite quand en réalité, on veut dire ostéoarthrose. Mais le bon terme, c'est de l'ostéoarthrose ou plus simplement arthrose. De l'autre côté, on a toutes les autres arthrites inflammatoires. Là où l'ostéoarthrose, c'est un processus dégénératif, l'arthrite inflammatoire, de l'autre côté, c'est vraiment une maladie. Puis je dis l'ostéoarthrose, c'est pas vraiment une maladie, c'est un phénomène qui vient surtout avec l'âge. Puis dans la mesure où on ne considère pas que l'âge, c'est une maladie, mais une réalité, l'ostéoarthrose, c'est pas une maladie, c'est vraiment une réalité. Souvent, je dis à mes patients, la peau vieillit, les cheveux changent de couleur, on a des taches à la peau. Alors, ce n'est pas surprenant que nos articulations peuvent être endommagées par ce processus de vieillissement, d'un côté. Par contre, les arthrites inflammatoires, ça, ce n'est pas normal. C'est vraiment des maladies. Et la partie ITE dans arthrite inflammatoire, c'est vraiment l'indice qu'il s'agit d'un processus inflammatoire. Parce que quand on parle de cholécystite, de mastite, de diverticulite, de cellulite, c'est vraiment tous des problèmes inflammatoires. Donc, quand on parle de l'arthrite inflammatoire, c'est vraiment qu'il y a un processus inflammatoire derrière tout ça. Alors, juste pour revenir, vous voyez où il peut facilement avoir de la confusion dans ce terme d'arthrite, parce que l'arthrite, ça veut dire toutes les sortes d'arthrite. Mais souvent, l'ostéoarthrose, puisque c'est plus commun, on parle d'arthrite. Et l'arthrite inflammatoire a le mot arthrite dedans. Donc, c'est pour ça que je vois où il y a une possibilité de confusion. Alors, il faut retenir, on parle de la société d'arthrite, donc on parle de toutes les formes d'arthrite. Et les deux formes les plus communes sont l'ostéoarthrose, donc dégénératif, versus arthrite inflammatoire, un processus, une maladie à toute fin. La prochaine clarification que je veux faire, donc là, je viens de parler du mot ostéoarthrose, qui est le bon mot pour parler de la forme la plus commune d'arthrite, qui est ces dommages articulaires qui viennent avec l'âge. Quand je prends ce mot-là dans ma clinique, puis je parle à mes patients, puis je dis, je pense que vous avez de l'ostéoarthrose, souvent, mes patients vont dire, ah oui, 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 je me suis déjà fait dire que j'avais de l'ostéoporose. Puis la première clarification, encore là, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, l'ostéoarthrose, ça n'a rien à voir avec l'ostéoporose. L'ostéoarthrose, comme j'ai mentionné, c'est un problème articulaire, de l'usure articulaire. Donc, ça va être un problème qui va se manifester au niveau des articulations versus l'ostéoporose, qui est un problème qui affecte les os. Donc, un, c'est les articulations, l'autre, c'est les os. Ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, un des indices que souvent je dis à mes patients, quand ils me disent « Ah, mon ostéoporose me fait mal », normalement, l'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse. Donc, si vous avez de la douleur, habituellement, vous avez de l'ostéoarthrose. OK? Donc, c'est vraiment un problème articulaire, douleur articulaire, ça n'a rien à voir avec l'ostéoporose, avec les os. Ensuite, donc, si on revient avec ce tableau que je vous ai déjà montré, l'arthrite, ça englobe toutes les formes d'arthrite. Les deux grandes formes sont l'ostéoarthrose, un processus dégénératif, versus l'arthrite inflammatoire. Mais là, je vais ajouter un autre niveau de complexité parce que là où il y a juste une sorte d'ostéoarthrose, c'est la même, peu importe les articulations qui sont atteintes, il y a beaucoup de différentes sortes d'arthrite inflammatoire. Par exemple, ici, je vous montre 4 des plus grandes familles d'arthrite inflammatoire. À tout fait pratique, on dit souvent il y a 100 différentes sortes d'arthrite inflammatoire. Je ne vais pas vous parler de ces 100 différentes sortes-là, mais je vais vous parler des sortes les plus communes. Donc, dans les arthrites inflammatoires, qui sont vraiment des maladies du système immunitaire, les formes qu'on reconnaît les plus fréquentes sont la polyarthrite rhumatoïde, les spondyloarthropathies, les arthrites cristallines
et les connectivites. Mais ça s'arrête encore pas là. Je vais rajouter un autre niveau de complexité, encore dans les arthrites inflammatoires. Pour chacune de ces grandes familles de types d'arthrite inflammatoire que je viens de mentionner, il y a des sous-groupes. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, on peut faire la distinction entre des polyarthrites qui sont séropositives, séronégatives, dépendant des anticorps de la personne. Dans les spondyloarthropathies, les deux formes les plus fréquentes qu'on reconnaît sont la spondylite ankylosante et l'arthrite psoriasique. Dans les arthrites cristallines, on parle surtout de gouttes ou de pseudo-gouttes. Et dans les connectivites, les 4 connectivites qu'on reconnaît le plus souvent sont le lupus, la sclérodermie, la maladie de Sjögren et les myosites. Et moi, personnellement, ma pratique se concentre dans le bas à droite, dans les connectivites. C'est vraiment mon champ d'expertise. Ce sont les connectivites et les arthrites reliées à ces maladies-là. Et j'ai des collègues qui se spécialisent plus en spondyloarthropathie, j'ai des collègues qui se spécialisent plus en polyarthrite rhumatoïde et j'ai des collègues qui se spécialisent en arthrite cristalline. Donc, on a chacun, on a des connaissances globales sur toutes ces maladies-là, mais on a chacun nos champs d'intérêt plus spécifiques. Pour vous ramener, par exemple, un pas en arrière, là, vous voyez qu'en haut à gauche, il y a l'ostéoarthrose qui est juste une toute petite boîte versus les 100 autres sortes d'arthrites inflammatoires qui sont très intéressantes, mais qui pourraient être un peu overwhelming, qui pourraient prendre tout l'espace, n'est-ce pas? Et au contraire, c'est tout à fait le contraire. Ici, je vais vous montrer dans la prochaine diapo que de loin, l'ostéoarthrose est beaucoup, beaucoup plus fréquente, même s'il y a juste une sorte d'ostéoarthrose, peu importe l'articulation qui est affectée. Et il y a 100 sortes d'arthrites inflammatoires, mais l'ostéoarthrose représente 90% plus des cas d'arthrite versus les arthrites inflammatoires qui représentent à peine 10% de toutes les arthrites. Alors, c'est là encore, je pense, comme j'ai mentionné tout à l'heure, où il y a un peu de confusion parce que comme l'ostéoarthrose est tellement plus fréquente, on va souvent juste dire que c'est ça l'arthrite parce que c'est plus fréquent. Mais en réalité, l'arthrite va aussi englober les arthrites inflammatoires. Puis pour être plus précis, l'ostéoarthrose, c'est un des sous-types d'arthrite, puis c'est le mot plus exact pour ce processus articulaire dégénératif. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'arthrite? Juste quelques statistiques toutes simples pour vous dire que c'est un problème très, très, très fréquent. Au moins une personne sur 5 au Canada vit au quotidien avec l'arthrite et on n'a vraiment aucun traitement curatif. On a des traitements qui peuvent soigner, soulager, mais on n'a pas de traitement curatif. Et compte tenu surtout que l'ostéoarthrose, c'est un processus dégénératif, avec une population vieillissante, les cas vont certainement en augmentant. Donc, on dit 1 sur 5, mais à venir, ça va être encore plus que ça. L'autre chose qui est à retenir, c'est que oui, c'est un processus qui est relié à l'âge, mais quand même, les gens peuvent commencer à développer l'ostéoarthrose dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. C'est encore des gens qui sont sur le marché du travail. Et donc, on peut voir qu'il peut y avoir un gros impact autant individuel qu'au point de vue économique au niveau de la société, quand on a des patients qui sont vraiment affectés par leurs articulations. Autre fait à retenir, presque toutes, pas toutes, mais presque toutes les arthrites sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes. Il y a différentes raisons pour ça. Alors, on dit qu'il y a à peu près 2 fois plus de femmes qui vivent avec l'arthrite que les hommes. Et finalement, quand on parle d'ostéoarthrose, c'est vraiment un problème articulaire. Mais quand on parle des arthrites inflammatoires, d'un autre côté, oui, ça affecte les articulations, mais c'est aussi un processus systémique. Ça veut dire que ça peut affecter tout le système, ça peut aller dans le sang, si vous voulez, et il peut y avoir d'autres organes en plus des articulations qui sont atteintes. Donc, on peut voir des affectations au niveau du cœur, des affectations au niveau des poumons, des affectations au niveau de la peau. Donc, ça peut vraiment, les arthrites inflammatoires ne sont pas limitées aux articulations. Il peut y avoir d'autres atteintes extra-articulaires. Alors, comment on fait la différence? Je vais vous donner juste quelques grandes lignes entre la différence entre l'ostéoarthrose et les arthrites inflammatoires. Comme j'ai mentionné, l'ostéoarthrose, c'est un processus dégénératif et local. Oui, il y a un petit peu d'inflammation, mais cette inflammation-là, elle est très localisée aux articulations.
versus les arthrites inflammatoires. C'est vraiment une maladie du système immunitaire et c'est non seulement les articulations qui sont atteintes, mais cette maladie-là peut se propager à d'autres organes. Donc, ça, c'est une des causes principales, une des différences principales entre ces deux familles d'arthrite. L'autre chose, en termes de facteurs de risque, alors les facteurs de risque sont d'une certaine façon semblables, d'une certaine façon différents. Alors, dans l'ostéoarthrose, clairement, l'âge est un grand facteur de risque. Le sexe féminin, comme j'ai mentionné, l'excès de poids, on va y revenir tout à l'heure. Il y a certains facteurs génétiques qui peuvent prédisposer à l'ostéoarthrose. Souvent, moi, je vais poser à mes patients, à quoi avaient l'air les mains de votre mère, à quoi avaient l'air les mains de votre père. Puis souvent, ils me disent, oui, oui, j'ai les mains de mon père. Quand on pose ces questions-là, c'est qu'on est en train d'insinuer qu'il y a une composante génétique à ce problème-là. Et le dernier facteur de risque, des traumatismes. Alors, quelqu'un qui peut avoir eu un accident de ski à l'âge de 30 ans, puis qui va avoir une articulation un peu endommagée pendant les 20 prochaines années, ça peut accélérer l'ostéoarthrose dans cette articulation-là. Versus les facteurs de risque dans les arthrites inflammatoires, encore beaucoup plus fréquents chez les femmes. Aussi, il y a des composantes génétiques, mais c'est d'autres facteurs génétiques que l'ostéoarthrose, donc d'autres gènes. Et on sait que le tabagisme, la cigarette, c'est un des facteurs environnementaux les plus importants qui peut déclencher une maladie inflammatoire. Donc, malheureusement, une fois que la maladie est déclenchée, si on arrête de fumer, ça va pas, la maladie est déjà déclenchée. Alors, le plus important, c'est de ne pas commencer à fumer, surtout chez quelqu'un qui peut être peut-être prédisposé à ces maladies-là. Et finalement, aussi, moi, je reconnais la forme d'arthrite souvent juste en examinant mes patients et en regardant quelles articulations sont affectées. Alors, souvent, la première question que je vais poser, c'est où votre douleur? Alors, si quelqu'un me pointe le cou, le bas du dos, le genou, les gros orteils, juste avec cette distribution-là, j'ai déjà des gros indices qu'on parle d'ostéoarthrose. Versus dans les arthrites inflammatoires, la plupart du temps, pas toujours, il y a beaucoup d'exceptions, mais on va vraiment porter beaucoup attention aux mains, aux poignets, aux épaules, aux genoux et aux petites articulations des pieds. C'est surtout là qu'on peut voir les atteintes articulaires. Donc, les deux formes d'arthrite vont souvent cibler des articulations différentes. Et finalement, dans les tests qu'on fait, alors j'ai quelqu'un qui vient, qui me présente parce que, disons, par exemple, les deux formes d'arthrite peuvent affecter le genou. Ce que vous voyez à gauche, c'est une radiographie d'un genou. Alors, des fois, juste en regardant, en me disant, OK, ben là, j'ai un problème de genou. Est-ce que c'est inflammatoire? Est-ce que c'est dégénératif? Mes tests que je vais faire vont beaucoup m'aider. Ce que je vous montre à gauche, tout à fait à gauche, c'est une articulation complètement normale. Puis souvent, je montre à mes patients leur radiographie comme ça, puis j'essaie de leur faire comprendre qu'est-ce que je regarde. Si vous regardez entre les flèches bleues, il semble y avoir un espace là. Mais en vraie vie, il n'y a pas d'espace. On ne marche pas sur l'air comme ça. Cet espace-là que vous voyez entre les flèches bleues, c'est en fait votre cartilage. Puis le cartilage est invisible à la radiographie. Mais alors moi, le plus épais que cet espace-là est, le plus en santé que je sais que le cartilage est. Parce qu'un cartilage, une articulation en santé va avoir un cartilage au moins d'1 centimètre, 1,5 cm. C'est ce qu'on voit tout à fait à gauche. Ça, c'est une belle articulation, un genou très en santé, du beau cartilage. Si vous regardez la radio juste à côté, là, cet espace qu'on voit tout à fait à gauche, est disparu. Ça, c'est vraiment une articulation très, très, très endommagée. Tout le cartilage est disparu. Et là, on a les deux os qui sont os contre os. Et ça, c'est de l'arthrose très, très, très avancée. Vous pouvez vous imaginer que cette personne-là a beaucoup, beaucoup de douleur. OK? Ça, c'est une articulation qui va probablement nécessiter une intervention, un remplacement de genou, si vous voulez. Alors, ça, c'est le genre de radiographie que je vais faire, puis qui vont me faire reconnaître l'ostéoarthrose. Puis en bas, juste pour vous montrer comment la terminologie, des fois, peut nous faire
enfargé dans les fleurs du tapis, si vous voulez. Il y a certaines personnes qui vont parler de l'ostéoarthrose du genou comme étant de la gonarthrose. C'est juste des vieux termes, si vous voulez. Ça veut tout dire de l'ostéoarthrose, mais en particulier cette ostéoarthrose-là qui cible le genou. OK? Si vous regardez les radiographies à droite, ils sont très, très différents. Premièrement, je vous montre des radiographies des mains. Et ce que j'essaie de... Si vous regardez, par exemple, où il y a les flèches rouges, il y a des grosses érosions articulaires. Alors ça, c'est toute l'inflammation qui est venue complètement éroder l'articulation. Ça, c'est un processus habituellement inflammatoire qui va faire ça. La même chose au niveau du poignet. Normalement, au niveau du poignet, je vois beaucoup de cartilage, beaucoup d'espace un peu invisible, si vous voulez. Et là, au niveau des poignets, cette personne-là a vraiment des poignets complètement endommagés avec beaucoup de pertes de cartilage. Fait que ça, c'est les manifestations radiologiques qui sont classiques pour une polyarthrite rhumatoïde. Donc, ça, c'est une sorte de test que je fais, des radiographies. Habituellement, c'est ma première ligne de test, si vous voulez. Et par la suite, selon que je vois un processus dégénératif, j'arrête là. J'ai déjà mon diagnostic versus du côté droit, si j'ai un processus inflammatoire, là, normalement, je vais continuer avec une batterie de tests sanguins pour essayer de comprendre parmi les arthrites inflammatoires, quelle arthrite il s'agit, donc parmi ces 100 arthrites inflammatoires dont j'ai mentionné. Alors, in a nutshell, en gros, voici les grandes lignes qui vont nous aider à distinguer l'arthrite entre l'ostéoarthrose et l'arthrite inflammatoire. Ah, Isabelle, je pense qu'on ne t'entend pas. Ou en tout cas, moi, je ne t'entends pas. Effectivement, il fallait que je le fasse. C'est fait pour la soirée. Alors merci docteur Hodgson, c'était vraiment, extrêmement, intéressant et très éclairant pour tout le monde, j'en suis convaincue. Est-ce que c'est possible de traiter l'arthrose et l'arthrite? Tout à fait. Alors, la première chose que je vais mentionner, puis je l'ai déjà mentionné, malheureusement, on n'a pas de traitement curatif. Alors, une fois que quelqu'un a une forme d'arthrite, je dis souvent, c'est un sens unique, ça peut juste progresser, on n'a pas de traitement curatif. Par contre, on a des traitements symptomatiques pour essayer de soulager ou de minimiser les dommages qui se forment là, au cours de ces arthrites-là. Alors, puis l'autre distinction importante, pourquoi est-ce qu'on passe tant de temps, moi je passe mes journées entières à faire la différence entre l'ostéoarthrite et l'ostéoarthrose et l'arthrite inflammatoire. La raison que je fais ça, c'est qu'on va traiter ces deux grandes formes de maladies différemment. Alors, fondamentalement, pour l'ostéoarthrose, le traitement, c'est un traitement analgésique pour essayer de soulager la douleur. Alors, et puis, les traitements que j'utilise au quotidien sont l'acétaminophène, le Tylenol. Pourquoi? Ce n'est pas nécessairement le traitement le plus efficace, mais c'est certainement le traitement le plus sécuritaire. Fait qu'on va toujours y aller avec le traitement plus sécuritaire. Si ça suffit, tant mieux. On n'a pas besoin d'aller à un traitement plus avec potentiellement plus d'effets secondaires. Par contre, comme je dis, c'est pas le traitement le plus fort. Alors souvent, on peut aller à au prochain niveau, qui est celui des médicaments anti-inflammatoires. Et l'autre chose que j'essaie d'utiliser assez fréquemment, ce sont les injections articulaires. Alors, quand on prend un anti-inflammatoire par la bouche pour un problème de genou, ça peut soulager le genou, mais malheureusement, cet anti-inflammatoire-là peut avoir plein d'effets secondaires sur le système digestif, par exemple, sur le système cardiaque. Donc, on expose tout notre corps pour un problème de genou. Alors, quand j'ai un problème local, j'aime bien traiter avec des solutions locales. Et c'est dans ce contexte-là que souvent, l'injection articulaire pour essayer d'éviter les effets secondaires de traitement qui sont pris par la bouche. Alors, ça, c'est les grandes lignes pour le traitement de l'ostéoarthrose. Ça, c'est pour le traitement pharmacologique. Mais l'autre chose qui est tellement fondamentale pour l'ostéoarthrose, oui, il y a le soulagement de la douleur,
mais il y a la préservation de l'intégrité articulaire. Et vraiment, la meilleure façon de préserver nos articulations, c'est d'avoir des muscles très forts. Souvent, disons, je donne l'exemple, quelqu'un qui a un problème de dos, si on a un tronc, un tronc qui est très fort, une musculature très forte, ça agit comme une gaine, puis ça va vraiment venir supporter ce problème de dos. La même chose quand on a un problème de genou. Si on a des muscles autour du genou qui sont très forts, ça agit comme une gaine. Ça fait que les exercices, la force musculaire sont super importants. L'autre chose, le contrôle du poids, je l'ai mentionné, c'est vraiment quelque chose de super important. Je vais vous montrer une diapo tantôt pour vous montrer comment le poids peut avoir un effet très, très néfaste sur nos articulations. Je mentionne là les thérapies manuelles. Toutes les thérapies manuelles sont bonnes. La physio, l'ostéopathie, la kinésiologie, les massages à l'occasion qui peuvent donner du soulagement. Alors vraiment, ça joue un très, très gros rôle en termes de traitement de l'ostéoarthrose. Et ultimement, puis moi, je vois ça comme étant un peu un échec, quand j'envoie un patient chez le chirurgien, ça veut dire que tous les traitements que j'ai proposés à ce patient-là ont échoué et que la chose ultime, c'est tout simplement remplacer l'articulation. Mais chose est certaine, maintenant, on a des procédures chirurgicales très avancées, très bonnes. C'est une très bonne solution, mais c'est quand même une solution qui pointe qu'on a échoué à contrôler le processus avant de se rendre à la chirurgie. Par contre, le traitement des arthrites inflammatoires est complètement différent et puisque j'ai dit que c'était un problème systémique, c'est une maladie, alors les traitements pour les arthrites inflammatoires sont vraiment des médicaments. Les médicaments, on a certains médicaments qu'on utilise depuis bien, bien, bien des années avec lesquels on est très à l'aise. En première ligne, un médicament qui s'appelle méthotrexate. Mais à peu près, je dirais, 50% de mes patients, le méthotrexate ne suffira pas à contrôler leur arthrite inflammatoire. Et maintenant, ce que je vous montre du côté gauche, la diapo ici, on a maintenant des traitements biologiques très ciblés pour les arthrites inflammatoires qui fonctionnent très, 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 très bien. Alors, par contre, comme vous voyez, certains de ces traitements-là sont donnés en injection. Alors, il y a des pour et des contre pour choisir les différents agents biologiques qu'on va offrir aux patients quand ils ont une arthrite inflammatoire. Là, ça m'amène à un autre point, puis un autre sujet, thématique de recherche qui m'intéresse beaucoup, justement. Comment est-ce que j'ai présentement à peu près 9 médicaments biologiques qui me sont disponibles là, au quotidien quand je vois un patient avec une arthrite inflammatoire. Comment est-ce que je vais choisir le bon médicament pour le patient qui est en avant de moi? Pour l'instant, on n'a pas les outils nécessaires pour faire cette sélection personnalisée. Quel est le bon biologique pour ce patient-là? Et notre approche présentement, c'est une approche, comme on dit en anglais, one size fits all. On prend n'importe quel médicament pour n'importe quel patient. Ce que j'essaie de vous montrer sur la diapo ici, c'est que nos patients sont différents. On a des patients qui ont une forme d'arthrite inflammatoire que j'appellerais la forme bleu pâle. On a des patients qui ont une forme d'arthrite inflammatoire qui est plutôt mauve, puis on a des patients qui ont des arthrites inflammatoires de la forme rouge. Et présentement, puisqu'on n'est pas capable de personnaliser le traitement, on donne le médicament bleu pâle à tout le monde. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bien, ça donne comme résultat que les patients qui ont la forme qui répond au médicament bleu pâle vont s'améliorer. Il y a les patients qui ont une forme différente que la forme bleu pâle va juste pas les aider et ils vont juste retarder à identifier un bon traitement pour eux. Et aussi, il y a ce sous-groupe-là de patients qui peut avoir une forme pour qui le médicament bleu pâle peut même être nocif. Et ce que je vous montre là, c'est la réalité de ce qui se passe dans nos cabinets de médecins à tous les jours. On n'est pas capable encore de bien cibler, de bien choisir le bon médicament pour le bon patient. Mais là, pour vous encourager, puis ça fait partie de notre programme de recherche ici à l'Hôpital général juif, on est en train d'essayer d'avancer cette médecine de précision. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous ces patients-là qui ont des profils différents,
on essaie de faire des tests moléculaires très, très, très détaillés sur eux. Puis là, on les met en sous-groupes. On met toutes les bleues pâles d'un côté, on essaie de mettre les mauves à une place, puis les rouges de l'autre côté. Et puis là, on essaie de trouver quel est le bon médicament pour un groupe et le bon médicament pour l'autre. Et ultimement, pour que tout le monde puisse répondre en première ligne. Alors ça, c'est la vision de notre projet, un de nos projets de recherche, si vous voulez. On travaille très fort, on n'est pas rendu là, mais je pense que c'est l'avenir du traitement des arthrites inflammatoires que de faire ce traitement personnalisé comme ça en utilisant des outils diagnostiques moléculaires. Voilà. Ah, merci beaucoup. C'était encore vraiment très, très intéressant. Euh, on sait que l'arthrose, ça se règle pas tant. Il y a pas vraiment de de médication qui arrête complètement. Alors, est-ce qu'on peut prévenir l'arthrite, l'arthrose? Est-ce qu'on peut éviter de se rendre là? OK, alors je vais commencer avec l'ostéoarthrose, qui est ce processus dégénératif, et je vais vous dire que le contrôle du poids, j'en ai déjà parlé 2 fois, là j'en parle 3 fois parce que c'est vraiment important. C'est une façon de prévenir que l'arthrite progresse. Ce que je vous montre à gauche, c'est un petit graphique comme ça qui montre que quelqu'un qui a un poids normal va avoir une charge, disons, sur la hanche ou une charge sur le genou. Pour chaque livre qu'on a en haut du genou, ben, ça va représenter une livre de charge sur la hanche ou une livre de charge sur le genou. Quelqu'un qui fait du surpoids, qui est tout de suite à droite, va non seulement voir la charge livre pour livre au centre, sur le genou, mais il va aussi avoir des charges qui vont qui vont venir de différentes directions à cause du surpoids. Et on dit qu'habituellement, pour chaque livre d'extra qu'on a de notre poids idéal, le genou voit l'équivalent de 4 livres de plus de charge sur le genou et la charge est de 6 livres sur les hanches. Donc, si on pense qu'un petit peu de poids, ça peut accélérer un peu l'ostéoarthrose, un petit peu plus de poids, ça peut l'accélérer davantage et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, vraiment, le contrôle du poids, c'est une chose, c'est difficile, mais c'est un des outils qu'on a qui est sous notre contrôle, si vous voulez, qui est démontré comme ayant un effet pour essayer de prévenir l'ostéoarthrose. L'autre chose, l'exercice, puis j'en ai déjà parlé, l'exercice, c'est vraiment important pour garder une musculature qui est forte, pour former ces gaines autour des articulations-là, pour protéger nos articulations. Puis l'exercice, il y a plein d'études qui démontrent que l'exercice a toutes sortes d'effets bénéfiques. Ça réduit la douleur. Des fois, mes patients, je leur dis, ah, il va falloir que vous commenciez à faire du vélo, disons. Mais ils disent, mais je peux pas, j'ai déjà mal aux genoux, je me vois pas très bien embarquer sur un vélo. Puis je les rassure, puis je leur dis, vous allez voir, le plus que vous en faites, votre douleur va se réduire. Alors, il y a un effet antidouleur à l'exercice. Ça protège les articulations, comme je l'ai mentionné. Ça aide à la force et à la balance. C'est des qualités qui sont utiles avec le vieillissement. L'exercice améliore le sommeil, ça améliore l'estime de soi, ça affecte la santé cardiovasculaire, le diabète, etc. Et ça aide au contrôle du poids. Fait que vraiment, quand on parle de prévention au niveau de l'ostéoarthrose, ça, c'est les 2 outils qui sont disponibles à tout le monde pour essayer de faire en sorte que leur ostéoarthrose ne progresse pas. OK? Pour ce qui est de la prévention de l'arthrite inflammatoire, ça, je vous montre un graphique très, très, très compliqué, puis je n'irai vraiment pas en détail. Le but de vous montrer ça, c'est justement pour vous dire qu'il y a beaucoup de recherches pour essayer de voir si on peut prévenir l'arthrite inflammatoire. Et cette recherche-là, elle est très complexe. Et ça fait au moins 10, 15, 20 ans que c'est devenu une priorité au point de vue de la recherche, c'est de prévenir l'arthrite inflammatoire. Et jusqu'à maintenant, les résultats sont assez décevants. Alors, on n'a pas vraiment encore bien identifié une façon, comme je viens de vous dire, on a des outils pour prévenir la progression de l'ostéoarthrose. On n'a pas vraiment encore d'outils pour prévenir l'arthrite inflammatoire. Par contre, il y a cette étude britannique qui a été faite
il y a quelques années qui était très, très, très intéressante. Ils ont donné à un grand groupe, je ne me souviens pas, il y avait comme 10 000 personnes ou peut-être encore plus que 10 000 personnes, je pense qu'en Grande-Bretagne, ils ont donné à la moitié du groupe de la vitamine D et ils ont donné à l'autre moitié du groupe un placebo. Et effectivement, ils ont montré qu'après plusieurs années, le groupe de vitamine D, qui est en mauve, avec la ligne qui est plus basse, il semblait y avoir moins de maladies auto-immunes chez les patients qui prenaient régulièrement leur vitamine D versus les patients qui ne prenaient pas de vitamine D. Alors ça encore, la vitamine D, moi souvent, je dis à mes patients, la vitamine D, là, c'est l'huile pour votre système immunitaire. Alors, il faut s'assurer qu'on prenne suffisamment de vitamine D. Ça ne va pas prévenir toutes les maladies auto-immunes, mais peut-être chez certaines personnes, ça peut réduire un petit peu le risque de développer une maladie inflammatoire. Alors, voilà. Alors, merci, Dr. Hudson. Moi, je soupçonne que demain, les pharmacies vont tomber en rupture de stock de vitamine D. Alors, merci beaucoup pour la présentation extrêmement instructive. Je suis convaincue que les gens ont bien mieux compris l'arthrite, l'arthrose. En tout cas, c'est mon cas. Puis, je pense qu'ils vont, en tout cas, j'espère que ça va aider les gens à ouvrir la discussion avec leur médecin. Alors, sans surprise, on a reçu de très nombreuses questions avant le webinaire, pendant le webinaire. Mais avant de passer aux questions-réponses, je veux juste rappeler à tout le monde que notre invité ne peut pas poser de diagnostic ni fournir de conseils médicaux spécialisés et personnalisés dans le cadre de ce webinaire-là. Si vous avez des questions très précises par rapport à votre état de santé ou à votre plan de traitement, on vous recommande de discuter avec votre médecin. Alors, Dr. Hudson, je vais commencer. On a eu plusieurs personnes qui nous ont parlé de fibromyalgie. On n'en a pas du tout parlé. Je sais que le sujet peut être complexe, mais est-ce que vous pouvez juste nous dire, est-ce que ça fait partie du spectre de la famille de l'arthrite? Est-ce que les deux affections sont liées? Est-ce qu'on peut faire de la fibromyalgie et de l'arthrite ou de l'arthrose? Oui. Alors, je vais vous dire, la fibromyalgie, j'en ai pas parlé parce que pour moi, pour que je puisse poser un diagnostic de fibromyalgie, il faut que les articulations soient normales. J'exclus d'abord une atteinte articulaire, soit dégénérative, soit inflammatoire, et dans ce cas-là, si tout est normal et la personne a quand même des douleurs articulaires, là, je commence à évoquer la possibilité d'une fibromyalgie. Alors, d'emblée, par définition, si vous voulez, la fibromyalgie, les articulations sont normales, mais la personne a mal. Alors, c'est un problème complètement distinct de l'arthrite. Et souvent, de la façon que j'explique la fibromyalgie, c'est un problème plus de perception de la douleur. Souvent, quand j'examine mes patients en temps normal, puis j'applique un peu de pression ici et là, mes patients ne vont pas me dire ouch, ouch. C'est des pressions qui sont normales, comme si quelqu'un me faisait une étreinte ou quelque chose comme ça. Mais quand je touche quelqu'un avec la fibromyalgie, de façon quand même assez légère, à certains points spécifiques, et qu'ils ont une douleur très, très, très intense, ça me fait penser, puis souvent aussi, l'autre chose que je dis à mes patients fibromyalgiques, je vous touche même pas où il y a une articulation, je vous touche distalement à l'articulation et pourtant vous avez quand même de la douleur. Donc, c'est pas un problème articulaire que vous avez, c'est vraiment plus un problème de douleur. Dans la perception de la douleur, je ferais la même pression à quelqu'un qui n'a pas la fibromyalgie, il n'y aurait pas de douleur, puis vous en avez. Alors, la fibromyalgie, c'est vraiment plus un syndrome douloureux, pas une arthrite. Merci infiniment. Une autre question qui est venue régulièrement, c'est est-ce qu'on peut avoir de l'arthrite et de l'arthrose? Est-ce que l'arthrite cause l'arthrose? Est-ce que l'arthrose cause l'arthrite? L'œuf ou la poule? Oui, c'est une très bonne question. Alors, pour commencer, c'est deux problèmes très distincts, n'est-ce pas? Par contre, quelqu'un peut avoir les deux. Puis moi, je passe mon temps à essayer, quand j'ai un patient qui a une arthrite inflammatoire, puis ils viennent, puis ils me disent, j'ai mal au genou. Là, je me dis, ben, est-ce que c'est leur arthrite inflammatoire qui s'active, puis peut-être les médicaments que je leur donne qui ne font plus effet,
ou est-ce qu'ils ont développé un peu d'arthrite, d'ostéoarthrose secondaire. Alors, puis je suis toujours en train d'essayer de faire la différence parce qu'effectivement, ça peut se présenter en même temps. Alors, les indices que j'essaie de recueillir pour faire la différence, souvent les arthrites, les arthrites mécaniques ou dégénératives sont justement mécaniques. C'est des douleurs qui sont plutôt à la mise en charge. Quand j'ai quelqu'un qui me dit, je me lève, je marche, j'ai mal, versus les arthrites inflammatoires, c'est des douleurs qui souvent, pour une raison, pour toutes sortes de raisons en fait, peuvent être plus douloureuses au repos. Ils disent, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de me dégourdir, et puis mes douleurs passent. Mais si je reste trop longtemps dans une voiture, si je reste le matin après avoir passé la nuit, tout ça, la douleur est pire. Ça me fait penser que la personne a plus une arthrite inflammatoire. Donc, la nature de la douleur est différente. Souvent, je vais faire des tests aussi qui vont m'aider. Si c'est quelque chose qui est plus dégénératif, je ne vais pas voir d'inflammation au niveau des tests sanguins, versus si c'est l'arthrite inflammatoire qui est active, on peut voir de l'inflammation. Et l'autre chose que je fais assez fréquemment, quand j'ai quelqu'un qui vient, je me dis, est-ce que c'est inflammatoire? Est-ce que c'est dégénératif? Je fais des ponctions articulaires, je vais prélever un petit peu de liquide. Puis les tests que je peux faire sur ce liquide-là peuvent vraiment, vraiment nous donner beaucoup, beaucoup d'idées là, à savoir c'est quoi le problème en avant de moi. Et l'importance, comme j'ai dit, de faire la distinction, est-ce que c'est plus non-inflammatoire versus inflammatoire, c'est que je vais traiter ces deux problèmes-là très différents. Si c'est plus dégénératif, on va parler de thérapie manuelle, de la physio, des choses comme ça. Mais si c'est inflammatoire, bien là, je vais dire, ah, peut-être que votre biologique ne vous répondez plus, puis là, on va changer de médication. OK. Merci beaucoup. Hem, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un peu le problème avec les gens qui souffrent d'arthrite? Souvent, on se dit: «Les gens ne nous comprennent plus». Certains jours, on va bien, certains jours, c'est l'enfer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça varie autant? Oh boy, ça, c'est tellement une bonne question. Souvent, je vais vous dire, des fois, je donne cet exemple-là. J'avais vu un gentil patient qui était passé 90 ans, puis qui est venu me voir pour la première fois, il avait mal dans le dos. Puis j'avais regardé sa radiographie, puis sa radiographie, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arthrite au niveau du dos. Puis j'ai dit, vous savez, vous avez beaucoup d'arthrite au niveau du dos, ça fait probablement 30 ans que vous avez ça. Puis là, il dit: «Oui, mais pourquoi je ne l'ai jamais senti?» Et pourtant, l'arthrite, je suis sûre, ça ne vient pas du jour au lendemain, ce genre d'arthrite-là, n'est-ce pas? Ça prend du temps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un épisode de douleur? Je ne peux pas toujours l'expliquer. Des fois, je me dis, il y a peut-être eu un petit mouvement brusque, ça a peut-être fait bouger une petite facette au niveau du dos, ça a peut-être déclenché un spasme musculaire, mais pourquoi est-ce que ces douleurs-là varient dans le temps? Je n'ai pas de bonne explication. L'autre chose que j'entends souvent, justement, j'ai des patients qui vont me dire que leur douleur va fluctuer avec la météo. Ils sont capables de me dire quand il y a une tempête de pluie, là, de la pluie qui s'en vient. Ça, effectivement, il y a eu encore, ça c'est un de mes collègues en Grande-Bretagne qui a fait une grande, grande, grande étude au niveau populationnel et il demandait justement aux gens de se servir de leur téléphone intelligent puis d'enregistrer leur douleur. Puis lui, il faisait des corrélations entre la douleur des patients et les changements météorologiques. Puis il a été capable de démontrer que c'est vrai que les gens ont beaucoup plus de douleur avant une grosse tempête de pluie, puis moins dans le temps sec, tout ça. Puis on pense que ça a probablement rapport avec tous les changements barométriques qui peuvent faire en sorte que les membranes synoviales peuvent être un petit peu plus enflées quand le baromètre monte, la pression monte, et un peu moins enflées quand la pression est un petit peu plus basse. Mais tout ça, c'est bien beau, c'est intéressant, c'est très validant pour le patient qui pense qu'il s'imagine quelque chose, mais en réalité, on ne contrôle pas la météo. Ça fait que c'est bien beau savoir ça, mais j'aimerais bien faire la pluie et le beau temps, puis ça, je ne suis pas capable. Hem, on a eu une question justement, vous venez de parler de kyste d'articulation de liquide synovial. Est-ce qu'un kyste synovial est toujours un signe d'arthrite ou si ça peut aussi causer ça peut être aussi causé par l'arthrose?
Ah, ça peut aussi être causé, ça me dit pas quelle sorte d'arthrite. Alors, un kyste synovial, ça me dit qu'au niveau de l'articulation, de la membrane synoviale, il y a eu une accumulation de liquide, mais c'est un peu comme quelqu'un qui se présente avec un genou gonflé. Juste à regarder le genou, je peux pas savoir est-ce que c'est un liquide inflammatoire ou non inflammatoire. Donc, on peut voir des kystes synoviales autant au niveau de l'ostéoarthrose qu'au niveau de l'arthrite inflammatoire, puis ça prend vraiment une petite ponction pour examiner ce liquide-là, pour essayer de mieux comprendre pourquoi la personne a ce kyste-là. Ça m'amène à une autre question qu'on a reçue assez souvent. Heu, on parle d'arthrite inflammatoire, mais justement, je pense que vous venez d'en expliquer une petite partie. Les gens qui font de l'arthrose ont souvent de l'inflammation, ont souvent là, une articulation qui gonfle. Oui. Hem, qu'est-ce qui fait gonfler dans le cas de l'arthrose si c'est pas l'inflammation? Oui, alors aussi, puis j'en ai glissé un petit mot dans ma présentation, mais je me permets de le répéter. La différence, c'est que cette inflammation-là, parce que j'ai des patients avec l'arthrose, vraiment un processus complètement mécanique, dégénératif et non inflammatoire, qui ont des articulations grosses comme ça, c'est que cette inflammation-là, elle est locale. Donc, ça se passe purement au niveau articulaire. Ça ne se répand pas dans le reste du système versus les patients, comme j'ai mentionné, qui ont des arthrites inflammatoires. Cette inflammation-là peut aller au-delà de l'articulation, peut se propager au niveau du sang, puis peut donner justement des paramètres inflammatoires élevés, des anémies inflammatoires, des choses comme ça. Alors, les deux sont potentiellement inflammatoires, mais l'ostéoarthrose, c'est inflammatoire local, localisé à l'articulation, versus les arthrites inflammatoires, c'est de l'inflammation systémique. OK. Une autre question qu'on a reçue souvent, c'est par rapport au traitement. Est-ce qu'il y a, des dangers à recevoir? Est-ce que ça peut être dommageable à long terme d'avoir des infiltrations sur une base régulière? Oui, alors ça, on a des bons collègues à l'Université de Montréal qui ont fait des belles études qui semblaient suggérer qu'avoir, on parle surtout au niveau de la hanche, au niveau du genou, d'avoir une infiltration 3 ou 4 fois par année, c'était pas dommageable, OK? Donc, je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues qui vont donner à leurs patients ce nombre d'infiltrations-là. Je suis toujours un peu plus inquiète de faire des infiltrations répétées au niveau de l'épaule, parce qu'à chaque fois qu'on fait une infiltration au niveau de l'épaule, ça peut, comment je dirais, rendre les tissus un peu, temporairement, là, les tissus deviennent un peu moins forts. Puis ça peut assujettir, disons, quelqu'un qui va aller ramasser une grosse charge ou quelque chose, ça peut être associé à une rupture d'un tendon. Alors, il n'y a pas vraiment ce problème-là au niveau des genoux, au niveau des hanches, mais au niveau des épaules, moi, je me garde une petite gêne, puis je n'aime pas faire plus que 2 infiltrations par année. OK. Hem, est-ce que, en fait, qui est-ce qui peut reconnaître nos limitations quand c'est causé par l'arthrose ou par l'arthrite? À un moment donné, ça peut devenir très difficile d'avoir, vous disiez en tout début de rencontre qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dans la force de l'âge, en âge de travailler. Qui est-ce qui peut reconnaître nos limitations quand on a de l'arthrite, de l'arthrose, puis qu'on sent plus qu'on est capable de performer, d'avoir un travail là, comme on avait auparavant? OK. Alors, souvent, les patients viennent, puis quand on ne connaît pas sa maladie, j'ai l'impression que souvent les patients pensent qu'ils peuvent en faire moins qu'ils peuvent, OK? Qu'ils se sentent plus limités. Comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai quelqu'un qui a mal au genou, je leur dis embarquer sur un bicycle, puis ils disent comment ça? Ouais, ça n'a aucun bon sens, puis je leur dis croyez-moi. Alors, je pense que la façon de manager, de gérer nos problèmes. On a plein de professionnels de toutes sortes qui peuvent nous aider à reconnaître nos limitations, mais d'essayer de surmonter nos limitations. Puis c'est pas nécessairement le médecin. Moi, le médecin, je vais poser le diagnostic. Mais là, je vais vous référer justement
les physiothérapeutes sont extraordinaires, les kinésiothérapeutes sont extraordinaires, les ostéopathes, etc. Puis c'est avec ces professionnels-là que vous pouvez essayer de limiter ou de minimiser ou de reconnaître vraiment quelles sont vos limitations ou pas. Ça fait que vraiment, il faut consulter tous ces professionnels de la santé musculo-squelettique qui vont être capables d'aider la personne à comprendre quelles sont les vraies limitations reliées à l'arthrite. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que parmi les symptômes de l'arthrite et ou de l'arthrose, il pourrait avoir des problèmes cognitifs, des pertes d'équilibre, des pertes de mémoire, un brouillard mental? Mhm. Alors, au niveau de l'ostéoarthrose, je dirais non. Au niveau, pas relié à l'arthrite comme telle. Par contre, l'ostéoarthrose est un problème qui vient avec l'âge. S'il y a des petites pertes cognitives, c'est deux phénomènes qui sont associés avec l'âge, n'est-ce pas? Mais c'est deux phénomènes indépendants. D'une part, il y a l'ostéoarthrose, d'autre part, il y a les pertes cognitives. Donc, vraiment, l'ostéoarthrose, c'est un problème pour moi qui est vraiment un problème articulaire. Si la personne se plaint d'autres symptômes, je cherche autre chose. Ce n'est pas l'arthrose qui va expliquer leurs autres symptômes. Là où l'arthrite inflammatoire, encore une fois, est un peu différente, je dirais qu'il y a certains médicaments que j'utilise pour traiter l'arthrite inflammatoire qui peut effectivement être associé à des effets secondaires tels que comment vous avez dit ça, brain fog, Le brouillard mental? le brouillard mental. Donc, ça, le méthotrexate, c'est fréquent. D'ailleurs, des fois, il faut que j'arrête le médicament. Les patients ne fonctionnent pas bien avec ça. Ça peut être associé. Même des fois, je prends un médicament qui est très léger qui s'appelle hydroxychloroquine, que moi, je pense que c'est très léger comme médicament. Et les patients arrivent avec une grande asthénie, une grande. Vraiment, ils ne se sentent pas bien, tout ça. Donc, effectivement, certains des médicaments qu'on utilise, surtout dans les arthrites inflammatoires peuvent avoir des symptômes, des effets secondaires sur l'état général. Est-ce qu'on peut avoir de l'arthrose? C'est une question qui nous est revenue très, très souvent là, récemment. Est-ce qu'on peut avoir de l'arthrose à différents endroits dans le corps? Oui, absolument. Alors, souvent, on peut, tout à fait, fréquemment, ce que je vais voir, aujourd'hui, j'examinais quelqu'un, je vais voir un peu d'arthrose au niveau des articulations au bout des doigts. Ça, c'est très fréquent. Quelqu'un qui me dit, ça, c'est mes petites nodules que j'ai depuis longtemps. Puis, un genou d'affecté, un gros orteil. Ce qui me fait penser à l'ostéoarthrose dans ces cas-là, c'est que l'ostéoarthrose, habituellement, c'est pas symétrique. Ça va affecter un genou, un gros orteil, deux, trois doigts, pas nécessairement les mêmes doigts du même côté. Versus les arthrites inflammatoires qui sont, premièrement, beaucoup plus fréquemment polyarticulaires, donc qui affectent beaucoup plus d'articulations et qui affectent ces articulations de façon symétrique. Alors, c'est vraiment les mêmes articulations des deux mains, les deux poignets, les deux épaules, etc. Donc, oui, effectivement, l'ostéoarthrose, on peut avoir plus qu'une articulation, mais ça a tendance à être peu d'articulations, deux, trois, quatre, et de façon asymétrique. Euh, ah, c'est une excellente question qu'on a reçue. Euh, il y a plusieurs médecins généralistes qui ont tendance à dire: «Ah, c'est de l'ostéoarthrose, prenez des Tylenol», puis à nous laisser un peu, à laisser les patients un peu dans cet état-là, en disant: «Bon, c'est de l'ostéoarthrose». Donc, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un moment où est-ce que, comme patient, on doit se choquer et dire à notre médecin généraliste: «Ben, je veux passer des tests, je veux, être référé avec un médecin spécialiste». Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'il y a des spécialistes qu'on devrait demander à voir? Ben, la réponse très simple, c'est oui. Tout le monde devrait. Moi, je pense que tout le monde a droit à avoir des tests, puis très simples, une radiographie, puis une petite prise de sang. Mais comme vous savez très bien, les médecins de famille sont débordés. Il y a beaucoup de monde qui n'ont même pas de médecin de famille. Et les rhumatologues, on n'arriverait pas à voir toute la population. Alors, la question que vous posez, ce n'est pas une question est-ce que tout le monde devrait? Évidemment, tout le monde devrait. C'est plus une question de gestion de nos ressources. Puis ça, c'est un problème plus
politique et non pas médicale. Mais si vous me posez la question à moi, tout le monde devrait avoir au moins une radiographie de base, des fois pour établir justement où est-ce que la maladie a commencé, pour que après ça, s'il y a de la progression, on a toujours un point de repère, n'est-ce pas? Puis tout le monde a besoin d'un bilan de base aussi qui peut aller avec le bilan annuel que tout le monde devrait avoir. Mais la réalité, c'est que pas tout le monde a accès à ces services-là. Puis justement, les médecins de famille, je pense que la raison qui il ignore un peu ce problème-là, c'est qu'étant débordés, ils s'attardent à des problèmes qu'ils perçoivent comme étant plus sérieux. Peut-être le diabète, peut-être l'hypertension, peut-être d'autres problèmes qui peuvent mettre en cause la vie de la personne. Donc, c'est pour ça qu'ils disent l'arthrose, ça va attendre un autre jour, puis ils n'arrivent jamais à ce problème-là. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que oui, la pression est contrôlée, le diabète est contrôlé, mais si la personne n'est pas fonctionnelle, ils ne sont pas plus avancés, n'est-ce pas? Ça fait que je pense que les médecins de famille ont intérêt à voir l'arthrose comme étant vraiment quelque chose qui peut être très handicapant au point de vue fonctionnel. Peut-être que ça ne met pas en danger la santé cardiaque ou la santé pulmonaire ou la santé digestive, mais ça met beaucoup en santé, la fonction, ça met en péril la fonction de la personne. Ça, c'est aussi sévère que d'autres problèmes, je pense. Et ça m'amène à une dernière petite question avant la fin du webinaire. Vous avez été très, très généreuse dans vos réponses. Hem, est-ce que l'arthrite peut réduire est-ce que ça réduit l'espérance de vie chez les patients? C'est une très bonne question. L'ostéoarthrose n'est pas associée avec une espérance de vie réduite parce que ça fait partie du vieillissement. Ça ne va pas accélérer ce vieillissement-là. Versus les arthrites inflammatoires, d'où la raison qu'on passe beaucoup de temps à essayer de bien contrôler ces maladies-là, c'est qu'elles sont toutes associées à une perte d'espérance de vie. Moi, je m'intéresse davantage à la sclérodermie, puis c'est probablement la sclérodermie qui est l'arthrite inflammatoire qui est associée avec la plus grande perte d'espérance de vie. Quand je vois une jeune femme disons, de 50 ans qui rentre dans mon bureau avec un nouveau diagnostic de sclérodermie, je sais que je viens de lui couper, en lui donnant son diagnostic, je viens de lui enlever 20 ans de sa vie. Donc, effectivement, les arthrites inflammatoires sont associées avec beaucoup de complications et une augmentation du risque de mortalité. Alors, merci infiniment, docteur Hodgson. Au nom de la Société de l'arthrite du Canada et au nom des participants de ce soir, je vous remercie d'avoir accepté de nous offrir tous ces renseignements-là. C'est des questions qui nous revenaient régulièrement sur les sites de la Société. Les gens nous posaient ces questions-là, puis je suis certaine là, qu'ils ont appris beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors, pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Alors, je vais juste prendre 3 secondes pour écrire une petite note, je suis désolée. Alors, vous allez voir apparaître un court sondage à l'écran. S'il vous plaît, cliquez sur la réponse qui va représenter votre opinion. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage et qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. D'ailleurs, c'est vos questions, ce sont vos commentaires qui ont fait qu'on a invité le Dr. Hodgson pour répondre à ces nombreuses questions-là. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite pour avoir rendu cette présentation possible. Et nous remercions infiniment la docteure Mary Hodgson, rhumatologue, pour sa présence avec nous. Nous vous invitons à notre prochain webinaire, Le pouvoir du microbiote sur la santé, qui se tiendra le 5 juin prochain, alors que Stéphanie Côté nous expliquera ce qu'est le microbiote intestinal et son rôle sur la santé et l'inflammation. Nous vous invitons aussi à découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, nos groupes de soutien en ligne Aide-Entraide, où vous pourrez trouver un espace d'écoute et de partage précieux pour tous ceux qui vivent avec l'arthrite.
vous pouvez, aller sur le site. Je suis désolée, je viens de voir que c'est pas inscrit, mais je suis certaine que mes collègues l'ont écrit dans le clavardage. Hésitez pas à visiter notre site pour aller voir Aide Entraide. Nous avons des groupes qui se tiennent régulièrement. Alors, voici donc ce qui conclut cette édition de Conversation sur l'arthrite, arthrite ou arthrose, savoir les distinguer. En mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons une excellente soirée.